Prométer, l'association vaudoise de promotion des métiers de la terre, les vins vaudois et leur vinothèque en ligne vauvin.ch et Paysannes et paysans suisses. Pour vous, la marque commune à toute l'agriculture helvétique. Présente Agriculture durable. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Agriculture durable, l'émission qui s'intéresse aux enjeux de l'agriculture au XXIe siècle. Et aujourd'hui, on va parler de culture céréalière en Suisse. Quelle est l'importance de ce marché? C'est la question qu'on se posera dans notre dossier du mois. Ensuite, dans le chiffre déchiffré, on s'intéresse au financement des aides à la commercialisation. Et puis, on passera à notre rubrique de la fourchette à la fourche, plein feu sur le raisin, avant de terminer en fin d'émission avec notre invité dans le rendez-vous agriculture. Voilà, vous savez tout, c'est notre sommaire. Il est temps maintenant d'aller rencontrer nos invités du jour. Bonjour, bienvenue, quel plaisir de vous avoir sur le plateau. Aujourd'hui, je commence par vous, Patricia Bidot. Vous êtes députée Le Centre au Grand Conseil genevois et présidente d'Agri Genève ainsi que paysanne. Bonjour. Bonjour. Avec vous aujourd'hui sur ce plateau, Martin Stern, directeur du Moulin de Romans. Bonjour. Bonjour. Et puis Pascal Savary, membre du comité de Prométer et agriculteur à Payerne. Bonjour. Pascal, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. On s'intéresse aujourd'hui au marché des céréales suisses. Un vaste sujet. L'importance des céréales, faut-il encore la préciser? Mais quelle est-elle sur le marché suisse spécifiquement, Patricia? Elle est très importante pour l'agriculture suisse en général, puisqu'elle va permettre aussi tout ce qui concerne l'application de la loi sur l'agriculture fédérale. Et puis en termes de marché, c'est clair qu'aujourd'hui, dans le domaine agricole, c'est une grande part de ce marché. On n'est pas en totale autosuffisance. Mais en fait, ce que j'aime beaucoup dans cette thématique, c'est la notion de filière. Et je pense qu'on va en parler tout au long de cette émission. Et notamment le fait que la filière, elle commence avec la station de recherche, avec la sélection, avec tout ce travail qui est fait. C'est tout un parcours. Exactement. On a une production de céréales qui est vertueuse. Et c'est pour ça que c'est très important. Et ça, c'est important. Et quand on dit vertueux, qu'est-ce qu'on entend exactement, Patricia? Eh bien, justement, vertueux dans ce cercle où, finalement, elle est en main des paysans. Et ça, il y a peu de pays qui peuvent le dire. La recherche, c'est notre savoir-faire au niveau d'Agroscope, sur le choix des céréales, pourquoi on choisit de telles céréales, comment on fait ces recherches sur les choix des variétés résistantes. Et puis après, il y a tout le reste où il y a l'association des sélectionneurs qui va aussi les multiplier, les résultats de cette recherche. Ensuite, il y a le paysan qui va le semer. Ensuite, il va être récolté, ça va partir au moulin, ça va partir chez les boulangers. Donc on voit que c'est une filière très large et très dynamique. Est-ce que vous confirmez, Martin, ce cercle vertueux? Vous êtes partie prenante de ce cercle. D'autant plus que la céréale est une nourriture de base de la population suisse. Donc oui, elle a toute son importance. Ouais. Et puis, on a toujours, vous en avez parlé, vous avez utilisé le mot, cette fameuse question de l'autosuffisance. On sait qu'avec la crise en Ukraine, il y a maintenant 2 ans, on s'est bien rendu compte que c'était important de pouvoir avoir les rênes en main et de ne pas déléguer trop. Pascal, comment est-ce que vous avez cette vision aujourd'hui du marché céréalier? Oui, tout à fait. Donc c'est vrai qu'en gros, je veux dire, aujourd'hui on a la chance quand même en Suisse de produire environ 80% de notre farine panifiable. Donc c'est vraiment une grande chance. Et c'est vrai qu'on ne doit pas oublier l'importance. C'est vrai qu'en gros, sur les terres ouvertes, les terres labourées, si on veut les terres en culture dans le pays, en gros, 1 hectare sur 2, c'est de la céréale. C'est beaucoup, non? Donc c'est beaucoup, c'est énorme. C'est vraiment la base de l'agriculture. C'est vrai que c'est des cultures qui s'intègrent très très bien dans les rotations. Ça veut dire c'est qu'on peut pas. Voilà, il faut juste expliquer un petit peu ce qu'est une rotation, peut-être pour le public. C'est vrai qu'on ne peut pas dire on met un blé, puis l'année suivante, on remet un blé. Donc vous mettez un blé, l'année d'après, vous mettez peut-être une betterave sucrière, après peut-être vous allez revenir avec un orge, et puis après vous mettez une pomme de terre, puis après vous revenez avec un blé. Donc c'est ça une rotation, et c'est vrai que c'est une culture, les céréales sont des cultures qui s'intègrent très très bien dans les rotations.
Et qui sont nécessaires. Qui sont nécessaires à ces rotations. Sans ça, on n'arrive pas à avoir cette production diversifiée qui maintient aussi la santé de nos sols. Voilà, sinon on épuise les sols. La situation en Suisse remonte très rapidement par rapport à la Suisse en général. Je ne sais pas si vous voulez vous lancer. Volontiers, oui. En tout cas, au sein de la branche, on parle toujours du canton de Vaud, de la Suisse romande, comme étant le grenier de la Suisse. Parce que c'est vrai que c'est une très grande partie des céréales produites en Suisse sont faites dans cette région. C'est d'ailleurs aussi dans cette région-là qu'il y a les centres collecteurs, forcément, pour accueillir en fait, ou réceptionner ces céréales qui ont été cultivées par les paysans romans. Alors justement, la question c'est quelles sont les céréales les plus utilisées en Suisse? Quelle quantité en cultive-t-on et sur quelle surface? Et tend-on vers l'autosuffisance? La fameuse question. Réponse avec notre expert, le directeur de la Fédération suisse des producteurs de céréales, Pierre-Yves Perrin. Alors en Suisse, on a 3 céréales panifiables, donc destinées à l'alimentation humaine. Pour 90% environ, c'est du blé panifiable, et puis on a encore des surfaces de seigle et d'épeautre. On a de la chance en Suisse parce qu'on a encore une filière complète, c'est-à-dire qu'on part de la sélection des variétés qu'on va cultiver et vraiment ensuite jusqu'au consommateur avec toutes les étapes de culture et de transformation. Et puis, nos variétés suisses, elles ont des gros avantages, tant d'un point de vue agronomique, avec des résistances aux maladies, donc moins d'utilisation de produits phytosanitaires, et puis elles ont aussi des gros avantages au niveau de la transformation, avec une qualité qui correspond aux besoins des meuniers et des boulangers. On a à peu près 80 000 hectares de céréales panifiables en Suisse, le canton de Vaud représente à peu près un quart, et puis au niveau des volumes produits, on est en moyenne à 400 000 tonnes par année, avec toujours un quart pour le canton de Vaud. Pour les céréales panifiables, donc ce qui concerne vraiment les graines, on a un taux d'auto-approvisionnement aux alentours de 90%. On a une protection à la frontière qui fonctionne bien pour la culture, pour les graines. On a aussi une protection à la frontière pour la farine qui fonctionne bien. Par contre, on a une protection à la frontière qui est clairement insuffisante et déficiente pour les produits de boulangerie. Et puis ça explique aussi le fait qu'on est à seulement 2/3 d'auto-approvisionnement pour les produits finis. Pour lutter contre ces importations de produits finis, essayer de mieux valoriser la production indigène, la transformation indigène, on a créé d'une part une marque, Pain Suisse, pour vraiment mettre en avant nos produits, l'origine, la transformation en Suisse. Et puis on a aussi une obligation de déclaration du pays de fabrication des produits de boulangerie qui doivent être maintenant déclarés par écrit. Et puis grâce à ça, on espère que le consommateur favorise les produits suisses, soutienne aussi la filière dans son ensemble, et puis on espère au final pouvoir regagner des parts de marché sur ces produits importés. Soutenir le marché suisse, c'est extrêmement important. On retiendra cette phrase de notre expert. Combien est-ce qu'un agriculteur peut travailler d'hectares de céréales aujourd'hui en Suisse et combien de cette surface peut-elle plus ou moins nourrir de personnes? Est-ce qu'on arrive à faire ce calcul, Martin? Alors, la quantité que chaque producteur peut produire de blé, elle est difficile à répondre parce que ça dépend du domaine, ça dépend de l'équipement, ça dépend un petit peu de la rotation. Difficile à dire, c'est propre à chaque exploitation. Par contre, ce qu'on peut dire assez facilement, c'est qu'un hectare de blé va produire environ, ça dépendra le mode cultural, mais environ 6 000 kilos de blé. Si on tient compte d'une consommation moyenne par habitant en Suisse et par jour d'environ 100 grammes, environ 100 grammes par jour et par habitant. Et on dit également que 1 kilo de blé permet à peu près de faire 1 kilo de pain. Donc, 1 hectare, 6 000 kilos de blé va faire environ la nourriture, en tout cas le pain consommé de 60 000 personnes pour un jour. On fait des maths sur ce plateau. Voilà. C'était un bon problème, vous avez trouvé la solution, merci beaucoup. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est beaucoup ? Mais en proportion, parce qu'en fait, en tant que Suisse, évidemment, on est sur un petit territoire par rapport à d'autres pays européens. Est-ce qu'on arrive à donner un sens de proportion? Parce que pour les gens qui nous regardent, ce n'est pas toujours très simple de comprendre. Je trouve que l'exemple était très parlant. 1 kilo de blé égale 1 kilo de pain. Si on fait 100 grammes par personne pour peut-être les petits mangeurs, parce que moi je pense qu'avec la fondue, ils nous en font un peu plus. Il y a des chances. Donc, si on fait 100 grammes, vous avez donné le chiffre qu'il faut me rappeler.
Je parlais de 60 000 personnes pour un jour. Pour un jour. Mais... Donc il faut simplement multiplier ça par le nombre de tonnes de production de blé annuel. Parce que le blé, il se fait chaque année, donc il est pour l'année. Hein, on n'a qu'une seule récolte par année. Et c'est ça qu'il faut se rendre compte. C'est que finalement, on a une récolte de blé pour une année pour alimenter en blé, pour faire du pain, pour faire des pâtisseries pour l'ensemble de la population suisse. On a une récolte par année. Et ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus parlant sur le côté indispensable de maintenir ces céréales, ce cercle vertueux dont je parlais dès le début. C'est qu'on a une seule récolte pour l'ensemble de la population. Et il faut qu'on garde aussi quelque chose de qualitatif. Exactement. Parce que cultiver, c'est une chose, mais après, il faut aussi quelque chose qui tienne la route pour qu'on puisse avoir du pain de qualité. On entend beaucoup les nouvelles allergies au gluten, ce genre de sujet. Comment est-ce qu'on peut travailler justement sur cette précision-là d'avoir des produits de qualité ? Alors c'est vrai qu'on a la chance aux Suisses, c'est vrai qu'on a vraiment des grâces, comme vous l'avez tout à l'heure dit, Patricia. Donc tout à l'heure vous avez dit que voilà, on a la chance d'avoir des stations de recherche telles qu'Agroscope, et c'est vrai c'est vraiment une chance. C'est vrai qu'il faut juste dire que 90% des blés cultivés en Suisse sont des blés de céréales. En gros, qui ont été créés chez nous. Local. Et c'est vrai qu'on a cette chance d'avoir des céréales de très très bonne qualité au niveau des gluten, très très bonne qualité au niveau des résistances aux maladies, et qui sont vraiment faites pour notre terroir, pour notre pays. Et c'est vrai que, voilà, ça a été dit déjà au début d'émission, mais l'ensemble de la filière, on la maîtrise. Et c'est vrai qu'on doit tout faire pour la maintenir. Parce que si l'un ou l'autre de ces éléments tombe, que ce soit de la création des stations de recherche depuis Agroscope jusqu'au moulin, parce que les moulins, on fait comme on veut. Si on n'a plus de moulins, ben on peut faire c'est compliqué. C'est compliqué. Donc c'est vrai qu'on a une filière complète et qu'on doit, et puis il faut la préserver. Il faut la préserver, et on arrive à faire des pains d'excellente qualité. Alors justement, moi je vous propose d'aller maintenant sur le terrain à la rencontre de deux acteurs romans de la filière, l'un actif sur la transformation des céréales et l'autre utilisant les farines produites par le premier, afin de voir comment les céréales suisses évoluent tout au long de ce parcours, de ce fameux cercle vertueux, et quels sont les débouchés. Regardez. Bienvenue au groupe Minoterie, un groupe meunier qui a 7 sites à travers toute la Suisse. On produit principalement de la farine, mais aussi des céréales pour le petit déjeuner. Vous êtes ici sur le site de Grange-Marnant, qui est la maison mère. Ici à Grange-Marnant, on réceptionne 60 000 tonnes de blé, de céréales panifiables, qui nous viennent des centres collecteurs des alentours. On s'efforce d'acheter nos céréales dans un périmètre de 70 km autour de Grange-Marnant, et il y a environ une trentaine de centres collecteurs qui nous livrent cette marchandise. Quand un camion arrive chez nous, il est testé avant le déchargement et après le déchargement. C'est les tests qu'on fait sur le blé. Donc à ce moment-là, on fait des tests qualitatifs sur l'humidité, les puretés, le taux de protéines et la présence d'éventuels insectes. Après le déchargement, on va stocker nos céréales dans notre silo qui fait 50 mètres de haut. Il y a 60 espaces de stockage. On répartit les céréales en fonction de leur type, en fonction de leur qualité, en fonction du label. Ensuite, nos meuniers sélectionnent les blés et ils font un véritable assemblage de différents blés en fonction de la farine qu'ils aimeraient obtenir. L'assemblage est ensuite envoyé sur le moulin. Ici, on a un moulin à cylindres. C'est 2 cylindres qui tournent de manière inversée, qui permettent de moudre le blé. Les transports se font de manière pneumatique, donc une fois que c'est passé sur le moulin, ça remonte dans les étages, ça va dans un système de tamis, et ça peut faire plusieurs passages sur le moulin, 6 à 7 parfois, peut-être plus, pour atteindre la qualité de farine voulue. Pour simplifier, on fait différents types de farine sur le moulin. La farine fleur qui provient du centre du grain, la farine mi-blanche un petit peu plus à l'extérieur, et finalement la farine bise qui est réputée un petit peu plus foncée, qui vient juste sous l'enveloppe du grain. Quand on a ces farines de base, on peut, en fonction de la demande du client, faire des assemblages de farine pour arriver à environ 500 recettes qu'on fait pour nos clients suisses romands.
Si le moulin, c'est le cœur de l'entreprise, on se trouve au laboratoire, c'est le cerveau. Ici, on analyse les qualités boulangères de la farine. Ça peut être par exemple l'extensibilité de la pâte ou l'absorption en eau. Et on s'assure ici que ça correspond aux besoins de nos clients. En plus, chez GMSA, on a une boulangerie test. Dans cette boulangerie test, on s'assure de comment réagissent nos farines en conditions réelles chez le boulanger, notamment s'assurant de la volumétrie des pains, de la couleur, de l'aspect, du croustillant et tous ces éléments très importants. Finalement, nos farines sont conditionnées soit en vrac, soit en sac de 25 kg, soit en paquet de 1 kg. Puis elles sont distribuées à des revendeurs, à des industries boulangères ou biscuitières, et puis à nos artisans boulangers de la région. Bienvenue à la Maison Buet, bienvenue chez vous. Vous êtes ici dans une boulangerie, pâtisserie, confiserie, chocolaterie depuis actuellement 25 ans avec 2 boutiques dans le centre-ville de Lausanne. Le métier de boulanger, c'est un métier de passion pour des passionnés. Tous les jours, nous fournissons un travail différent. Nous travaillons différentes pâtes, différentes méthodes de pétrissage avec une multitude de variétés de produits au final. L'importance des farines dans notre métier elle est primordiale. C'est pour ça que nous travaillons avec des moulins de proximité qui ont un cahier des charges bien précis. Et nous, notre rôle d'artisan boulanger, c'est de faire nos propres mélanges de farine pour avoir des pâtes très différentes de nos collègues à côté et avoir une signature sur notre pain. Et pour avoir ces farines de qualité, eh bien, il faut avoir une relation de confiance avec nos meuniers. Nous travaillons donc une matière qui est vivante, donc tous les jours très différente en fonction de la chaleur, en fonction de l'humidité. Et c'est ce qui va faire la qualité du pain. La qualité du pain, c'est également dû à un levain qu'on va incorporer. Ça va nous apporter de l'acidité. Et une fois que notre pain sera cuit, on aura une croûte beaucoup plus importante qui sera goûteuse, un pain qui va se garder et également une digestion beaucoup plus facile. Notre but, c'est toujours de proposer des nouveautés à notre clientèle. Et actuellement, nous sommes, nous, les artisans boulangers, pâtissiers, confiseurs vaudois, en collaboration avec l'Agroscope, menés par le canton de Vaud, à la recherche de nouvelles céréales, pas à la recherche, mais à remettre au goût du jour des anciennes céréales des années 1900 pour qu'on puisse panifier un pain 100% vaudois avec des céréales vaudoises. On l'a bien vu dans le sujet, comme vous le disiez aussi, Patricia, cette histoire de filière, de cercle vertueux, une filière céréale, blé panifiable, complète en Suisse. Alors, on a compris les intérêts en termes qualitatifs. En termes de coût, comment ça se passe? Est-ce que avoir cette filière complète en Suisse, ça ne serait pas plus cher que justement de déléguer certaines parties? Non, mais il ne faut pas oublier que le pain, la céréale, c'est la base de notre sécurité alimentaire. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui, pour moi, ne se discute même pas. D'ailleurs, juste pour l'exemple, il y a environ, la Confédération, pour la céréale, doit avoir des stocks obligatoires. Environ 4 mois de consommation de stocks obligatoires. Vous avez parlé tout à l'heure de guerre en Ukraine. On sait qu'aujourd'hui, notre contexte géopolitique devient de plus en plus incertain. Donc voilà, donc si demain, on l'espère vraiment pas, j'espère vraiment pas que ça arrive, mais quoi qu'il arrive, c'est quelque chose, la céréale, vous pouvez la conserver dans des silos durant une année, voire plus. Donc c'est quelque chose qui vraiment pourra, s'il arrive quoi que ce soit, avoir la sécurité. C'est une sauvegarde. Et puis ça, c'est dans n'importe quel pays. D'ailleurs, dans les négociations internationales, on le voit très bien, c'est vraiment quelque chose qui est toujours très sensible. Dès qu'on parle de céréales, de toute négociation, c'est quelque chose qui est sensible. Donc le pourquoi de garder une filière en Suisse, c'est vrai, on l'a dit, on va se répéter, mais on le dit, donc on est de la sélection, de la base, de la création de la variété, jusqu'à la multiplication dans les établissements multiplicateurs. On en a un dans le canton de Vaud qui est l'ASS à Boudon. Et c'est vrai qu'on va jusqu'au bout de la filière. Et c'est vrai, quoi qu'il arrive, c'est une des cultures qu'on pourra maîtriser l'entier de la production. Martin, vous partagez ce point de vue? Oui, tout à fait. Ouais. La filière est importante. Le fait de pouvoir maîtriser la qualité des variétés de céréales pour
collé en fait aux évolutions de la nature, avec le réchauffement climatique notamment, la pression des maladies aussi. C'est important de pouvoir compter sur cette recherche qui nous fera, enfin qui va nous sortir les variétés de demain, quoi. Alors justement, puisqu'on parle aussi de ces problématiques qu'il peut y avoir autour des céréales, on sait qu'il y a les risques météorologiques, on parlait d'1 récolte par année, donc en effet il ne faut pas se louper, mais il y a aussi les risques sanitaires. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Qu'est-ce qui menace les céréales suisses? Bon, on a peut-être toutes et tous entendu parler de l'ergot. Donc l'ergot, c'est avec ça qu'on peut faire une certaine drogue. Donc elle n'est pas à traiter à la légère. Et puis aujourd'hui, en tout cas sur Genève, on a eu des exploitations qui ont été totalement touchées. Ça posait question. C'est une maladie qui va... en fait, qui se développe sur la fleur. Donc, il faut des conditions météorologiques très particulières lorsque le blé fleurit. Parce que le blé fleurit. Hein, on oublie que le blé fleurit. Et c'est à ce moment-là, quand il y a un moment où il y a une humidité excessive, que l'ergot va se développer. Il ne va pas se développer tout de suite. Il va contaminer le grain, le potentiel grain qui arrive, parce que le grain n'est que le fruit de la fleur. Donc, il va contaminer le grain, l'épi, et puis finalement, va le rendre inconsommable. Et ça, c'est problématique. Alors, les conditions météo, c'est soit la sécheresse, soit un peu les moussons qui nous arrivent un peu dessus comme ça, des grandes pluies qui font qu'il y a des développements. Donc c'est très important de maintenir, je le redis, la filière entière parce que Agroscope participe aux choix de céréales qui vont résister à la recherche, à l'humidité, à la sécheresse, enfin, sans parler d'OGM, hein, juste comme le faisait le fameux moine du XVIe siècle, ou je ne sais plus exactement quand, qui a démontré comment se faisait la génétique. Et juste sur la base de la reproduction, F1, F2, enfin voilà, pour ceux qui se rappellent un peu de leur cours de biologie. On remonte loin là. Ouais, exactement, en tout cas pour moi. Mais du coup, effectivement, on a besoin de cette recherche. Les conditions météorologiques, on doit donner aux paysans aujourd'hui des moyens d'y faire face, et la recherche est un des moyens. Il y a aussi toute la problématique de la protection aux frontières pour protéger cette filière. On l'a vu, hein, il y a notamment ce pain suisse qui a été développé. Ça, évidemment, on imagine que c'est aussi poussé par la politique pour qu'il y ait cette protection. En fait, c'est le Conseil national et le Conseil des États qui ont choisi, sur la base d'un lanceur d'alerte, je vais dire ça comme ça, qui s'appelle M. Schmaltz. Hein, tout le monde connaissait John Schmaltz, qui était directeur du Cercle des agriculteurs, qui est remonté jusqu'à Berne avec, il me semble, M. Robert Kramer, pour dénoncer le fait de ces milliers, dizaines et centaines de milliers de tonnes de pain qui arrivent préfabriqués. Ouais. Et en fait, c'est de la farine qui est importée de l'étranger. Et là-dessus, on n'a pas tellement de prise au niveau qualitatif. Et aujourd'hui, il y a une obligation dans les boulangeries d'annoncer d'où vient le pain. Si c'est un pain congelé qui est arrivé de Pologne, il doit être annoncé. Maintenant, est-ce que ça sera suffisant pour protéger? Parce qu'on entend déjà, et peut-être mes collègues pourront mieux en parler, qu'il y a des problématiques liées au fait que certains tentent d'importer des farines dites un peu spéciales, qui n'est plus que de la farine de blé, mais dans lesquelles il y a d'autres mélanges. Et il y a encore une ouverture possible là. Alors, ça sera le sujet d'une prochaine émission, malheureusement, parce qu'on n'a pas le temps d'en parler maintenant. Mais merci beaucoup, Patricia, d'avoir ouvert cette question-là. Maintenant, on va enchaîner avec une question différente. Comment le financement des aides à la commercialisation en Suisse fonctionne-t-il? Et qui paye quoi? Et surtout, qui perçoit quoi? Réponse en images. Sous le titre « Fromage, viande ou vin, la publicité coûte cher aux consommateurs », le magazine Bon à savoir attaque, dans son édition de septembre 2025, le principe des contributions obligatoires, sous prétexte que ces aides à la commercialisation seraient financées par les consommateurs. Le magazine fait sien l'argument de Migros qui refuse de participer à l'effort commun car ces soutiens imposeraient des coûts supplémentaires inutiles aux consommateurs. Rappelons que ces aides à la commercialisation, qui compensent déjà difficilement le fait que les produits agricoles importés n'ont pas à se soumettre aux mêmes normes sociales, écologiques et sanitaires, sont financées par les producteurs ainsi que par l'État. Enfin,
Comme l'explique le conseiller national et agriculteur vaudois Jacques Nicolet dans le 24 heures du 4 septembre, aujourd'hui, les agriculteurs sont payés entre 50 et 60 centimes pour 1 kg de lait d'industrie qui est vendu entre 1,10 franc et 1,90 franc dans les grandes surfaces. Dans les années 75, les paysans étaient payés plus d'1 franc le kilo et le consommateur l'achetait environ 1,50 franc. La grande distribution s'est approprié la différence, soit plus de 1 milliard de francs par an. On ne peut pas leur demander de nous reverser cette somme, mais ils pourraient augmenter le prix aux producteurs sans forcément l'augmenter pour les consommateurs, tout en gardant une marge confortable. Alors la grande question, c'est qui paye ces aides à la commercialisation et dans quel pourcentage, Martin? Est-ce qu'on a une vision assez claire de cette question-là? Alors, je vais plutôt parler du secteur des céréales, que je connais un peu mieux que celui du lait. Chaque kilo de blé, sur chaque kilo de blé est perçue une cotisation qui a un certain prix, qui est même relativement élevé. Cette cotisation permet de soutenir, enfin d'alimenter un fonds qui sera ensuite utilisé pour aider la commercialisation des céréales et notamment permettre des déclassements lorsque les récoltes sont trop importantes pour éviter qu'il y ait des pressions sur les prix. Donc c'est ce fonds qui va permettre de régulariser en fait année après année et pour que le marché reste stable. Alors, on voit dans le sujet qu'il y a Jacques Nicolet qui parle d'1 milliard de francs qui, pour le lait, n'arrive pas chez les paysans, mais augmente les marges de la grande distribution. Qu'est-ce que vous inspire ce chiffre, Patricia? Peut-être, si vous permettez, je juste un petit peu en arrière sur le coût de la promotion. Il faut se rappeler que l'Europe agit de la même manière. Le coût de la promotion de l'Italie sur le vin, par exemple, c'est des millions. Donc on est exactement tous à la même enseigne. Donc après, de dire que cette marge, elle est perdue pour le paysan, c'est une réalité. Je pense que toutes les filières peuvent dire que le paysan qui est en bout, eh bien, est celui qui finalement bosse le plus. Mais qui est le perdant. Et qui est le perdant. Alors on va garder ça comme fin parce que c'est très efficace et je pense que c'est très clair dans l'esprit des gens. Et on enchaîne déjà sur notre prochaine rubrique. Ça va très très vite aujourd'hui. On est actuellement en pleine période de vendange, le moment idéal évidemment pour se demander comment pousse le raisin et comment il est vendangé. Voici les explications de François Grenu, vigneron et propriétaire de la cave des Rois. Enfin, après tant de labeur à la vigne pour produire cet excellent raisin, nous retrouvons tous ces arômes de pamplemousse et minéraux dans cet excellent verre de Sauvignon blanc. Bienvenue à la cave des Rois. Pour la faire courte, on représente la 4e et 5e génération. On est originaire de la Tour de Paix, on a des vignes, ils sont arrivés en 1848 comme vignerons restaurateurs dans la commune. Et ensuite, ils ont acheté des vignes un peu partout. Mon grand-père, mon arrière-grand-père. Et la cave des Rois possède des vignobles dans le vignoble du Lavaux, à Saint-Saphorin et Chardonne, et aussi dans le Chablais vaudois à Villeneuve, et un tout petit peu de Petite Arvine dans le Valais central à Fuy. Nous nous trouvons dans le vignoble des Avouettes, dans le Chablais valaisan. On est sur un éboulis, donc historiquement à l'époque, je crois que c'est dans les années 400, il y avait le Torre de Noum, donc la montagne qui était tombée, derrière moi le Gramont. Le village des Avouettes se trouvait juste là derrière, donc on est vraiment sur un sol qui est très profond, très minéral. Au niveau de l'ensoleillement, on a un soleil qui est très tôt le matin. En période favorable, on a un soleil environ vers 6h30 jusqu'à 18h le soir. Donc au niveau de la maturité de la vigne, on a peu de problèmes pour arriver aux maturités. Et pratiquement tous les cépages qu'on cultive ont une bonne réussite. On a passé tout à l'heure dans des vignes qui ont pratiquement 40 ans, mais on est obligé de renouveler notre vignoble quand même chaque année. Donc on reconstitue environ 3 000 à 4 000 mètres annuellement. Pour quand même, le jour où elles sont trop vieilles, il faut quand même attendre 4 ans avant que ça produise. Les vendanges, on commence toujours par le Sauvignon blanc, ensuite on commencera par les Pinots noirs et de l'œil de perdrix. Ensuite on aura les Chasselas et tout à la fin on aura tout ce qui est spécialité rouge comme le Cabernet Franc, le Merlot, et les Syrah et les Cornalins. Ce qui est important de savoir, c'est que souvent les gens ils voient
que le sucre et l'alcool dans le raisin. Il y a des choses qui sont un peu plus élaborées, c'est pour ça qu'on a fait des études. C'est qu'il y a aussi tout ce qui est polyphénol, donc ça veut dire tout ce qui est aromatique dans le raisin. Et surtout, une des bases pour nous, c'est vraiment de manger le grain de raisin et de regarder les pépins. Et si les pépins sont bruns à l'intérieur, c'est dire que la maturité est correcte. On vendange une semaine avant le reste, environ le Sauvignon blanc, parce que c'est un cépage qui est aromatique. Et on aime bien le vendanger un petit peu en dessous de la maturité pour avoir plus un côté aromatique et plus d'acidité pour faire un vin qui sera plus tendu, plus acide et plus aromatique. Alors en cave, on va faire un procédé qui est un petit peu différent de tous les blancs, c'est-à-dire qu'on va les grapper. Donc on va enlever le grain de la rafle, donc de la partie verte du raisin, on va le laisser macérer dans le pressoir pendant 12 heures parce que tous les côtés aromatiques du cépage se trouvent dans la peau et du fait il y aura une légère macération qui va extraire le côté aromatique du Sauvignon. Et on va le pressurer demain matin après environ 12 heures de macération. Ensuite, l'élevage se fera en barriques, mais dans des barriques qui ont 2 et 3 ans. Pas de barrique neuve, surtout pas, parce que le côté boisé va prendre le dessus sur le côté aromatique. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment un Sauvignon qui soit plein d'arômes. Ce qu'on a vendangé aujourd'hui, le Sauvignon, je pense, donc on a vu, la charge était relativement faible, c'est pas un cépage trop productif. Donc on va arriver, je pense, à 5-6 barriques, donc c'est correct. La Cave des Rois qui possède des vignes dans le canton de Vaud et en Valais. Et d'où cette fameuse question, puisqu'ils produisent du fondant et du chasselas. Et vous, Pascal, vous roulez pour quelle team? Quelle équipe? Écoutez, bon, le fondant, ce que je sache, le fondant, c'est du chasselas. mais pour moi, je suis chasselas, puis surtout chasselas vaudois. Voilà. D'accord, c'est très clair. Martin? On a la chance en Suisse d'avoir des vignerons vraiment d'excellence qui nous font des produits vraiment géniaux et surtout avec une multitude de cépages. Donc, je dois avouer quand même que quand je dois choisir, je vais plus me diriger sur d'autres spécialités que sur le chasselas ou le fondant. D'accord. Bon, mais on dirait que comme ça... J'en bois quand même. Balle au centre. Et finalement, Patricia, comment va choisir la Genevoise? On produit du chasselas, mais je suis Perlan. Parce que Perlan, c'est le vieux nom du chasselas genevois. Il a eu très mauvaise presse à un moment donné, mais moi, je revendique le retour du Perlan. Écoutez, en tant que vigneronne genevoise, on ne peut pas vous jeter la pierre. Hein. Alors, est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner sur le vin produit en moyenne en Suisse et dans le canton de Vaud? Je ne sais pas, mais peut-être à Genève, les avez-vous? Alors, j'ai quelques chiffres que j'ai obtenus à force de recherche, mais je me suis plutôt focalisée sur le chasselas, parce que c'était un peu la discussion qu'on avait. Donc, en Suisse, ce que j'ai comme chiffre, c'est 100 millions de litres par année de chasselas. On peut aussi réfléchir en termes de surface viticole. Donc, il y a 24% d'encépagement suisse qui est sur du chasselas. Oui, c'est quand même ça fait un quart, une assez grosse proportion par rapport à la production viticole helvétique, je dirais. Voilà, ça, c'est les chiffres que j'ai. Et puis maintenant, si on regarde un côté moins sympathique, qui est la crise viticole que l'on traverse actuellement, qu'est-ce qu'il en est vraiment? Est-ce que toutes les régions sont touchées de la même manière par cette crise viticole? Alors, je pense que, in fine, toutes les régions qui vendent du vin sont touchées. Après, sur Genève, on a la complication de la proximité de la frontière. Bien sûr. Et de la grande frontière avec la France, ce qui fait que la concurrence est encore plus difficile. Ce qu'on a fait au niveau politique, et le canton de Vaud l'a fait de même, c'est de déposer des textes, des résolutions à Berne pour demander la réintroduction, de la réévaluation chaque année du contingent de ce qui rentre d'importation, puisque ce contingent n'a pas été remis en question depuis très longtemps. Et puis, on sait aujourd'hui que la consommation diminue. Donc, faire un contingent sans prendre en considération le niveau de consommation et
et la production, c'est complètement ridicule, puisqu'aujourd'hui, on sait que le contingent n'est jamais atteint. Oui, ça sera une équation sans toutes les données. En fait. Voilà. Donc on demande ce retour à ce contingent. Et puis aussi, on demande à ce qu'il y ait un retour de la protection de la production locale. Comme pour de nombreuses filières d'ailleurs. Merci beaucoup Patricia. Alors maintenant, il est temps de retrouver notre rubrique Le Rendez-vous Agriculture et son invité, puisque chaque mois, l'autrice ou l'auteur de l'un des chapitres de Culture paysanne, un ouvrage à paraître cet automne, nous rejoint sur le plateau. Et aujourd'hui, c'est au tour de vous, Michel Fuchs. Vous êtes professeur honoraire à l'Institut d'archéologie et des sciences de l'Antiquité de l'Université de Lausanne. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous avez rédigé pour Culture paysanne un dossier sur les domaines agricoles à l'époque romaine dans le pays de Vaud. Tout un programme, j'ai envie de dire. Alors, à quoi est-ce qu'elle ressemblait cette agriculture à l'époque romaine? Eh bien, cette agriculture s'est développée de manière relativement intense au moment où le plateau suisse a été intégré à l'Empire romain. Fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, début du 1er siècle, on va voir se construire toute une série de bâtiments soit assez grands, des grands domaines qui vont petit à petit prendre place, soit des fermes isolées qui vont occuper une bonne partie du terrain et développer dans ces structures aussi bien des choses héritées du monde des Helvètes, des Gaulois plus généralement, que développer de nouvelles cultures qui vont profiter du phénomène des rotations dont vous avez parlé, qui vont profiter de la jachère, qui vont profiter du fumage, qui vont de cette manière-là être véritablement un développement intense, en particulier des céréales, avec pour ces céréales, un développement de l'épeautre, un développement du millet, l'amidonnier qui était déjà utilisé à l'époque des Helvètes avant Jésus-Christ, et adjonction d'un blé, le blé nu ou le blé tendre, qui va générer aussi une extension forte de ces domaines. Alors, est-ce qu'il y avait aussi des aliments qui étaient importés? Est-ce qu'on pouvait déjà parler d'importation à l'époque d'autres provinces romaines? Alors oui, il y a plusieurs éléments, dont l'archéobiologie qu'on utilise précisément pour ces analyses, la phonologie aussi pour les questions animales, vont montrer qu'en particulier, le prunier par exemple, prunetier, le pêcher, le pommier, sont des éléments qui vont apparaître à l'époque romaine essentiellement. La vigne elle-même était connue par nos ancêtres les Helvètes, on peut le dire comme ça, mais va véritablement prendre place, se développer au 1er siècle après Jésus-Christ. On a des éléments qui nous viennent pour beaucoup du pourtour méditerranéen. On a pu, par exemple, démontrer, grâce aux recherches qui ont été faites dans le camp légionnaire de Vindonissa, les latrines. On conserve des choses tout à fait particulières. On a pu démontrer qu'il y avait des dattes qui avaient été importées, des amandes. Donc ça voyageait, il y avait vraiment des caravanes. Alors il y avait des caravanes, oui c'est ça, tout à fait, et qui sont arrivés dans nos contrées. On a même trouvé aussi des pépins de raisin, et de l'ail par exemple, montrant que grâce, et je pense que c'est un des éléments dont il faut tenir compte, grâce à la présence de l'armée, de beaucoup de légionnaires, de passage de l'armée. La Suisse, à l'époque romaine, était un grand carrefour, avec de nombreux passages de légions. Ces aspects-là vont se développer, en particulier dans le canton de Vaud. C'est intéressant. Et est-ce qu'on sait rapidement qui travaillait la terre? Est-ce que c'était des esclaves, des employés, des familles paysannes? Ça existait déjà? Alors malheureusement, il nous manque encore des détails par rapport à cela. Alors on les suppose dans les fermes isolées. On a quelques malheureuses inscriptions, mais qui nous permettent quand même de dire qu'il y avait de gros propriétaires qui s'installent, en particulier dans la grande villa d'Orbe, qui est une espèce de grand palais qui va épouser vraiment la forme qui va, en quelque sorte, construire plusieurs parties de notre terrain actuel. Une partie résidentielle, qu'on appelle la pars urbana, une partie rustique en dessous, un axe parfaitement conservé, 400 mètres à disposition, et des vergers, une partie maraîchère,
le bétail, bien sûr, qui va prendre place à l'intérieur d'un enclos, à cet endroit-là. Et des esclaves. On est dans une société esclavagiste, il ne faut pas l'oublier. Alors, on va rester sur cette image-là, puisqu'il est déjà temps pour nous de conclure. Je vous remercie de nous avoir retrouvés aujourd'hui sur ce plateau et d'avoir partagé avec nous vos différentes idées et visions. Et merci pour cette mini-histoire romaine aujourd'hui en terre vaudoise. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce numéro d'Agriculture durable. On espère vous retrouver évidemment le mois prochain où on parlera des épis aussi, pas facile à prononcer, mais je crois que c'est bon, c'est passé. Merci et à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Prométer, l'association vaudoise de promotion des métiers de la terre, les vins vaudois et leur vinothèque en ligne vauvin.ch et Paysanne et Paysans Suisses. Pour vous, la marque commune à toute l'agriculture helvétique. Présente Agriculture durable.